Quelques mots sur les différentes activités que j'exerce. Je suis enseignant à l'école d'art de Valence, où je m'occupe principalement de questions liées aux nouveaux médias dans les arts. Je suis aussi donc intervenant aux Arts Déco de Paris dans un cycle supérieur de recherche qui s'intéresse aux écrans mobiles et aux pratiques artistiques. Pendant un certain temps, je suis aussi intervenu aux Beaux-Arts de Nancy, à l'école supérieure d'art de Nancy, dans laquelle d'ailleurs donc le projet Temps perdu qui est présenté donc dans l'exposition Playtime en ce moment a été conçu et fabriqué dans sa première forme. Donc voilà, donc pour vous situer un peu ma personne, donc je me situe plutôt dans le champ des pratiques artistiques et des nouveaux médias, avec un versant quand même théorique et universitaire qui est un peu marqué, que vous allez peut-être d'ailleurs sentir dans ma présentation, qui sera un peu entre deux eaux, on va dire. Donc j'ai nommé, puisqu'elle n'avait pas été vraiment nommée, cette intervention espace puissance espace, qui fait suite en fait à une idée, une hypothèse, on va dire, un peu plutôt théorique, liée à la fois au travail qui a été effectué pour Temps perdu, mais aussi à d'autres travaux artistiques que je vais aussi vous présenter ici. En ce qui concerne un peu c'est pas vraiment un plan parce que ça va pas être exactement dans cet ordre-là parfaitement que les choses vont être abordées, mais il va être question des environnements simulés en 3D temps réel et de la nature des modèles 3D qui y sont utilisés. Une question importante aussi, en tout cas fondatrice du travail de Temps perdu, sur Temps perdu, et l'interception logicielle et la sauvegarde de parcelles des mondes virtuels. Finalement, cette hypothèse, cette notion que j'essaye d'avancer sur un plan, on va dire, plus esthétique, au sens de la philosophie des arts, qui est donc l'idée d'espace à la puissance espace. Donc 3 œuvres sont un peu à l'origine et en même temps on nourrit cette réflexion. Donc Temps perdu, vestige d'une Second Life, qui est donc en ce moment à l'exposition d'Yverdon-les-Bains Playtime, Paris Souvenir, qui n'est pas exposé en ce moment, et un projet qui est en cours, Home, que vous découvrirez si je tiens dans le temps qui m'est imparti. Alors, il y a certaines choses que je vais aborder dans la toute première partie ici de ma présentation, qui sont peut-être vraiment des plates banalités pour un certain nombre d'entre vous, en tout cas du point de vue technique, mais il me semblait important de revenir à ces moments basiques pour pouvoir montrer un peu le fil conducteur de ma pensée, et donc aussi de la manière dont l'œuvre qui est Temps perdu s'est constituée, s'est pensée et s'est produite. Donc en interrogeant donc les environnements simulés en 3D temps réel et en essayant de comprendre quelle est finalement la nature des objets qui y sont représentés, on peut donc résumer les choses assez simplement. Un objet simulé en 3 dimensions dans un espace virtuel, on peut aussi dire donc potentiel, je reviendrai peut-être sur cette question-là d'ailleurs, en temps réel, est fondamentalement une description. C'est un point assez important, ce sont des points positionnés dans l'espace selon 3 coordonnées. Des segments vont relier ces différents points dans un ordre qui est donné. Cela donne des surfaces qui vont être éventuellement colorées, éclairées par une lumière qui est elle aussi simulée. Ensuite, des effets de texture et d'ombrage vont être appliqués à ces surfaces ou autour des surfaces. Et dans le cas du temps réel, donc on sait qu'on a des modèles qui sont des modèles 3D, des objets, qui sont constitués de triangles pour des questions d'optimisation matérielle. Donc là, je simplifie à l'extrême un peu ce que sont les bases, on pourrait dire une forme de matière première de ce qui constitue les objets représentés en 3 dimensions dans les environnements simulés. Donc là, juste une précision, il s'agit effectivement de descriptions de type surfacique. Ce sont des surfaces qui vont constituer les objets et non pas des descriptions volumiques. C'est un peu l'autre versant, on pourrait dire, de l'image de synthèse qui existe aussi actuellement, qui est beaucoup utilisée par des architectes par exemple ou des designers d'objets. Donc si on replace tout ça en image, on a nos points qui sont positionnés dans un espace orthonormé, une simulation géométrique, mathématique.
sur la base de laquelle donc on va pouvoir définir un certain nombre de segments qui donc donnent forme à cette forme. Une fois qu'on a donc les différents triangles ou polygones selon le cadre dans lequel on peut travailler, le cadre logiciel dans lequel on travaille, on va ensuite pouvoir donc définir des surfaces qui auront des propriétés de couleur, de réflexion, éventuellement de la lumière, de diffusion, etc., etc. Alors donc là, voilà, c'était simplement un peu une espèce de rappel sur la manière dont les environnements tridimensionnels finalement apparaissent. Enfin, comment est-ce qu'ils en arrivent à apparaître sur nos écrans depuis l'existence même de l'image de synthèse. Car finalement, ça donne des situations avec lesquelles aujourd'hui on est bien obligé de composer. Donc les logiciels de construction de modèles 3D permettent l'enregistrement de ces modèles qui sont fabriqués à travers ces logiciels sous la forme de descriptions normées et standardisées. Puisque c'est bien sous la forme de fichiers, des fichiers donc dont on va parler de format 3D en l'occurrence. Donc il est question de protocoles d'enregistrement et de lecture de ces fichiers de description qui va permettre de garder une trace, une mémoire du travail qui a été effectué par le designer d'objets 3D. Et ensuite, afin de pouvoir donc calculer des images à partir de ces modèles, il faut évidemment pouvoir restituer les objets 3D correctement à partir de leur description source. Parce que sinon, on a un peu de difficulté à continuer, par exemple, un travail qui a été arrêté. Alors ça, qu'est-ce que ça donne si on regarde un format un peu typique qu'on utilise assez fréquemment pour diverses raisons, essentiellement la première, donc le format obj, qui est historique maintenant, est lisible par un être humain puisque c'est un fichier texte, donc il est composé, comme vous le voyez ici, d'un certain nombre de caractéristiques. Donc c'est un format qui est ouvert, qui est connu. Il est assez simple finalement de le comprendre. On va avoir donc la position des points avec le V qui veut dire donc vertex. On a la position de chaque point dans l'espace avec donc ce nombre à virgule flottante. En dessous, on a ce qu'on appelle les normales qui vont permettre de savoir si la face doit apparaître en face de la caméra ou non. Donc c'est les vertex normales. Et ensuite, on a la manière dont les faces, en dessous, le F donc pour face, va dire tel segment, tel point va aller à tel point pour former un segment, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et c'est comme ça, donc, on arrive à la fin à restituer notre objet, notre modèle, notre structure. C'est une forme de squelette, on pourrait dire. Donc là, on voit un protocole extrêmement simple qui a une forme d'efficacité, une forme de lisibilité aussi pour la personne qui fabrique les modèles et qui voudrait avoir peut-être un regard un peu plus précis sur la manière dont ils sont enregistrés, dont ils sont conservés à l'intérieur de nos disques durs, de nos mémoires, quelle que soit leur forme. Et une autre forme un peu plus complexe, ici par exemple le format Collada, qui est dérivé donc du XML, un format à balise, est plus complexe, mais il est aussi plus riche. Il a été pensé plus récemment que le format obj pour des raisons différentes qui sont essentiellement d'ailleurs l'adaptation l'enregistrement de modèles pour qu'ils puissent être réutilisés aisément dans des moteurs de jeux vidéo. Donc là, on a un format qui est assez ouvert, assez étonnamment bien conçu, même s'il n'est pas toujours pris en charge de la même façon, avec la même efficacité par tous les logiciels ou moteurs qui existent actuellement sur le marché. Donc vous voyez finalement des aspects, des formes assez différentes qui peuvent être prises, on pourrait dire, dans l'envers du décor de ces modèles. Une autre chose donc qu'on peut constater, c'est que ces géométries peuvent être dessinées de plusieurs façons, de sorte à apparaître différemment. C'était un petit peu en filigrane des derniers points qui étaient énoncés dans les précédents slides. C'est qu'effectivement, si on a, on va dire des points, on pourrait dire même un nuage de points, mais qu'on n'a aucune information sur la manière dont ces points doivent être reliés entre eux pour restituer un modèle, finalement, on ne sait pas exactement ce qu'on dessine. Donc, selon la méthode d'assemblage des points entre eux via des segments, des triangles ou des polygones, l'aspect du modèle restera différent alors que ses sources restent les mêmes. Donc là, on a pour exemple une espèce un schéma, un récapitulatif des différentes méthodes de dessin qui sont fournies par la librairie OpenGL.
Donc bon, voilà un peu pour resituer ces questions d'environnement simulé. De quoi sont-ils faits? Donc bon, on voit que les environnements virtuels en temps réel, qu'ils soient en ligne ou non, reposent finalement sur des descriptions de géométrie. Des images sont calculées sur la base de ces sources à l'aide d'algorithmes qui sont intégrés donc dans des librairies logicielles spécialisées comme OpenGL, qui est Open Graphic Library, qui porte donc très bien son nom, qui est spécialisé donc dans le rendu, la fabrication d'images à une certaine vitesse, un certain nombre de fois par seconde. La fabrication d'une image depuis les modèles 3D de ces univers, on propose donc une interprétation. C'est-à-dire qu'à partir de la description des objets, finalement, il y a déjà une opération d'interprétation qui est effectuée lorsqu'on fabrique une image à partir de ces sources. Donc les ressources fichiers de description des mondes sont généralement inaccessibles aux utilisateurs. Lorsque vous jouez à un jeu vidéo, évidemment, il est possible, quand on a un petit peu la fibre informatique ou la fibre du hack ou voire même du geek, de réussir à creuser un peu à l'intérieur des ressources locales du jeu pour trouver, même de façon peut-être encryptée, les ressources qui permettent donc d'accéder aux géométries, mais disons que l'utilisateur habituel, le joueur habituel, ne se pose pas forcément la question de comment accéder aux ressources, aux géométries des levels de Doom ou Quake qui ont été cités ultérieurement, ou alors d'environnements en ligne comme World of Warcraft ou Second Life par exemple. Donc dans le cas des univers en ligne, en l'occurrence donc comme Second Life, les ressources là vont être téléchargées depuis un serveur, donc elles sont pas présentes dans la machine immédiatement, elles sont téléchargées et elles sont stockées de manière temporaire. Et ensuite elles sont effacées. Donc finalement on a une forme d'impossibilité de consulter les univers virtuels en dehors de leurs applications dédiées. Bon, c'est pas toujours vrai, tout ça est un peu simplifié selon la façon dont sont protégées ou non les géométries qui donnent naissance au monde simulé. On va pouvoir avoir des viewers, on va appeler ça des viewers, des applications de visualisation des univers qui seront alternatifs, qui seront pas forcément ceux d'une seule et même entreprise qui gère les modèles en question. Donc, si on essaye d'imaginer un peu finalement comment ça se passe quand on fabrique ces modèles 3D et comment est-ce qu'ils vivent jusqu'au moment où nous on les voit dans nos écrans et puis qu'après on quitte l'écran ou on quitte l'application même si on reste encore face à l'écran. Il y a donc une forme de carrière qu'on peut retracer, on a un design du modèle qui est souvent fait par des personnes qui sont spécialisées ou qui sont embauchées spécialement pour cette chose-là. C'est une compétence particulière que de faire de la modélisation d'objets en 3 dimensions. Ensuite, une intégration est faite donc dans un moteur 3D ce moteur donc est une suite, est un programme qui va rendre l'univers interactif et donc praticable, jouable. On pourrait dire également, sont souvent donc des fichiers qui sont parfois un peu cachés, encryptés, etc. Un téléchargement donc est fait de ces descriptions lorsque elles sont nécessaires, lorsque le programme en émet le besoin, en fonction des déplacements donc de la personne dans l'univers. Et des images donc bidimensionnelles sont calculées n fois par seconde lorsque l'utilisateur interagit avec l'environnement. Donc c'est là qu'il y a en fait des mises en mémoire, il y a un téléchargement et une mise en mémoire temporaire des géométries. Une fois qu'on quitte l'application, la plupart du temps, ces géométries, ces sources sont effacées. Donc potentiellement, il n'existe donc plus aucune trace des modèles 3D qui sont à l'origine des univers en ligne lorsqu'on a quitté l'application principale. Donc là, c'est on pourrait dire un premier parcours qu'on peut tracer. Alors, on peut se poser la question de pourquoi rendre inaccessibles les sources des modèles. Il y a plein de raisons, je les connais pas toutes, mais on peut invoquer la protection contre le détournement, le vol de ces modèles par des entreprises concurrentes, par exemple, la protection des droits aussi d'auteur sur les modèles pour leurs propriétaires. Quand c'est des personnes qui sont des professionnels et qui les vendent, par exemple, un architecte n'a pas forcément envie d'offrir les bâtiments 3D qu'il a fait avant de fabriquer le bâtiment lui-même à Google Earth,
en l'occurrence. Un moyen aussi, donc c'est aussi un moyen donc pour obliger entre guillemets les utilisateurs à passer par une seule et même application afin d'accéder à l'univers qui est proposé et ainsi créer une forme de communauté ou de personnes qui seront un peu fidèles, on va dire, pendant un certain laps de temps à l'usage d'une application particulière pour accéder à tel environnement. Alors, tout ça pour en venir où ? Tout ça pour en venir au problème qui nous a réunis ici, c'est qu'avec les univers virtuels multi-utilisateurs en ligne, qu'est-ce qu'il se passe lorsque les serveurs sur lesquels sont stockés ces fichiers de description du monde ne sont plus en fonctionnement ? Donc là, on aborde très directement la problématique de la disparition des univers virtuels et qui pose aussi finalement la question des moyens de leur conservation. Donc le terme qui a été utilisé était plutôt celui d'archéologie. Là quelque part on est déjà un peu à la frontière de ce genre de pratique. D'ailleurs je vous signale un programme assez intéressant qui s'est achevé il y a pas très longtemps, Preserving Virtual Worlds de l'université de Stanford, qui en fait était un programme de recherche qui a tenté de résumer de manière, enfin c'était pas vraiment un résumé, c'est plutôt de montrer de manière presque exhaustive comment faire une sauvegarde comme un backup, on pourrait dire, des mondes virtuels pour la simple et bonne raison que ces mondes en fait disparaissent. Donc un des points très intéressants du papier qui était en lien juste avant, c'est que là il y a un tableau a été fait par les chercheurs qui montre en fait les dates de création de certains environnements multi-utilisateurs en ligne, leur date de décès, leur date de disparition et les causes de leur mort. Il se trouve qu'il y en a un nombre assez impressionnant. Donc lorsqu'on lit le papier que j'ai parcouru, il y a parfois aussi des analyses assez précises sur la manière dont tel ou tel environnement n'a pas pris. Pourquoi est-ce que le public ou pourquoi est-ce qu'une communauté ne s'est pas créée autour de tel et tel environnement, et finalement qu'est-ce qu'il advient de toutes les productions qui ont été faites spécifiquement pour ces environnements et aussi parfois par les utilisateurs de ces environnements. Donc le constat qui se fait ici, c'est tout simplement que les environnements virtuels partagés en réseau ont une forte propension à la disparition. Donc c'est cette idée précise qui nous a guidés sur la problématique de Second Life à travers donc avant de lancer la vidéo, je vous redonne un petit peu quand même le cadre dans lequel ce projet a été amené à exister. Donc à l'École nationale supérieure d'art de Nancy avec David Olivier Lartigot qui est donc le co-auteur de cette pièce. Nous avons travaillé donc pendant quelques années sur la question des environnements multi-utilisateurs et de leur usage artistique. Comment est-ce que les pratiques artistiques contemporaines liées aux nouvelles technologies peuvent s'approprier ce type d'environnement pour proposer des expériences qui relèvent plutôt de l'expérience artistique du point de vue de l'utilisateur et du destinataire. Et donc sur cette thématique générale, un certain nombre de propositions théoriques et de créations artistiques ont été faites. À un moment donné, Second Life, on a été un petit peu contraint et forcé de le croiser puisque l'atelier a commencé en 2006, si je me souviens bien. Donc c'était un peu le moment où Second Life commençait à sortir un peu dans tous les médias à droite à gauche. Donc on s'était dit, comme beaucoup d'autres d'ailleurs à ce moment-là, que si c'était peut-être une occasion de s'attaquer au problème et d'essayer d'imaginer qu'est-ce qu'on pouvait bien faire d'intéressant avec une posture artistique dans un environnement tel que Second Life. Donc j'ai pas prévu de vous montrer ce qu'est Second Life. Je pense que c'est absolument pas la peine de le montrer à un public comme celui d'ici. Alors je vous cache pas que c'était pas évident. Et une des choses assez intéressantes, c'est que on s'est très vite rendu compte à travers les premiers pas qu'on faisait en tant qu'utilisateur dans Second Life, qu'il y avait non seulement une espèce de présence très diluée de la part des personnes avec qui on pouvait
parler ou partager du temps, c'est-à-dire qu'on ne se voyait pas de manière récurrente, poser des rendez-vous n'était pas si simple, il y avait un peu un côté très communautariste, plutôt au sens péjoratif du terme d'ailleurs, qui apparaissait, presque sectaire de la part de certains utilisateurs, et surtout, on avait bien compris que, étant donné que l'entreprise qui était propriétaire de Second Life, qu'il est toujours d'ailleurs, si je ne me trompe pas, Linden Lab avait donc mis en place un système de vente, de location même plutôt pour être précis, des zones, des îles sur lesquelles les utilisateurs eux-mêmes fabriquaient leurs architectures, leur environnement. Il y avait là un enjeu qui était assez intéressant puisqu'on avait finalement une espèce de grande base d'architecture virtuelle qui était maîtrisée par personne, qui était fabriquée par des gens qui n'avaient pas non plus la maîtrise des logiciels qu'ils utilisaient pour fabriquer ces environnements, qui n'étaient pas architectes, enfin souvent qu'ils ne l'étaient pas, puisqu'il y avait aussi des projets d'architecture. Mais grosso modo, on avait une espèce d'environnement extrêmement fluctuant, qui bougeait souvent, et on a constaté que certains endroits qu'on avait pu fréquenter ou qu'on avait pu repérer disparaissaient d'une semaine à l'autre, puisqu'on avait donc des rendez-vous hebdomadaires. Et c'est vrai que cette question de la disparition, un peu brutale, un peu soudaine, posait plein de questions, non seulement liées à la disparition même de l'environnement, mais aussi finalement à qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il advient de ces productions pseudo-architecturales, où est-ce qu'elles finissent, sont-elles vraiment totalement évaporées. Donc c'est là qu'on a eu l'idée finalement d'anticiper dans une certaine mesure la disparition en fait prochaine de Second Life, et on a décidé d'essayer de fabriquer en fait une espèce de base de données, une banque de données de ruines de Second Life avant même qu'ils ne disparaissent de manière effective. Donc je vous laisse un petit peu regarder ici ce que ça a donné. Donc on a par des procédés que je vais vous expliquer après, que je vais détailler, on est arrivé à ce résultat qui consiste en un certain nombre d'images de synthèse imprimées sur papier photographique, qui était une première façon, on pourrait dire, de matérialiser ces environnements, de leur donner un aspect physique, palpable. Alors la blancheur un peu immaculée de ces environnements s'explique par le procédé technique qu'on a utilisé pour faire des captures en fait des modèles. Donc là je reviendrai dessus un petit peu après, et là je vais vous laisser un peu regarder la suite de la vidéo où vous allez pouvoir voir donc les petites sculptures qu'on a fabriquées à l'aide de prototypeuses 3D, qui là était en fait le second volet du projet, qui consistait vraiment à essayer de cristalliser en fait des parcelles de Second Life. Donc on avait pris le parti de prendre des îles, de les prendre, puisque bon c'est pas très grand finalement une île de Second Life, donc on essayait de prendre quand même quelque chose de pas démesuré, de choisir quelques parcelles essentiellement avec les étudiants avec lesquels on a travaillé dans le cadre de l'atelier, c'était un atelier de recherche et de création, donc sur des questions, enfin sur des critères plutôt de fréquentation, des critères un peu esthétiques aussi. Et donc on a constitué comme ça une petite base, et donc on a fabriqué ce qu'on appelle des fossilisations en fait de Second Life que vous voyez apparaître en ce moment même. Alors c'est peut-être pas très évident de se rendre compte de l'échelle. Ici, c'est la première version des modèles, donc ils sont un petit peu plus grands que ceux qui sont présentés actuellement à la maison d'ailleurs, pour X raisons dans lesquelles je rentrerai pas, mais là, en gros, la tour du milieu, ici, fait en fait 20 cm, donc ça vous donne un peu une idée de la taille générale de tout ça. Alors, bon, une chose qui nous importait ici, c'était donc d'avoir un aspect justement proche des fossiles, quoi, un peu comme si on avait finalement des blocs de sable qui étaient restés enfouis quelque part et qu'on avait réussi à les retrouver. Alors donc voilà quelques images qui montrent un peu les détails pour que vous ayez un peu une idée de la matière que ça produit, de l'aspect visuel que ça donne à cette échelle-là.
Alors, ce sont des objets très fragiles en fait, puisqu'il s'agit d'une technique d'impression 3D qui fonctionne en fait avec un bac de poudre à l'intérieur duquel donc c'est en fait une poudre. Ça ressemble un peu à du plâtre dans une certaine mesure quand on la touche, sauf que c'est pas du plâtre, c'est une espèce de dérivé de polymère dont j'ai oublié le nom. C'est du ZP300, je sais plus combien. Et en fait donc vous avez une machine qui est constituée avec un bac rempli de poudre et sur le côté vous avez une plaque avec un piston qui va en fait accueillir un layer de la sculpture, layer qui est pris par un bras, donc qui va prendre une partie de la poudre ici, la faire passer en une fine couche sur la petite plaque, et ensuite une tête d'impression va déposer ce qui s'apparente à de la colle sur les endroits qui vont permettre donc de créer une tranche, une strate de ce que sera l'objet en définitive. Donc progressivement, le piston baisse, on rajoute des couches, on colle, et donc à la fin, toute la poudre du bac où il y a rien est transférée dans le bac d'à côté. Et puis après, on doit mettre les mains dedans et puis récupérer l'objet qui finalement est dans plein de poudre. Donc il y a même presque un côté un peu archéo dans le fait de récupérer ces objets à l'intérieur de la machine elle-même, qui était finalement quelque chose qui nous plaisait assez, puisqu'il est assez proche de l'idée qu'on essayait de faire passer de cette question un peu archéologique justement sur les environnements virtuels, mais une forme d'archéologie un peu absurde, puisque finalement, étant donné qu'on n'a pas essayé de solidifier les objets plus que ça, il suffit en gros de leur donner une petite pichenette et on les casse. Donc c'est un peu une espèce de serpent qui se mord la queue, dans le sens où on fabrique un patrimoine architectural un peu absurde, puisqu'il est aussi fragile, voire plus fragile encore que les données sources qui nous ont permises de fabriquer les objets. Alors, l'interception logicielle, ici, c'est en fait ce qui nous a permis de faire les captures de Second Life pour aboutir à ces images et à ces objets. Donc, d'une manière générale, on peut se poser la question, vraiment à juste titre, si l'interception logicielle ne serait pas un véritable outil pour la conservation des univers virtuels. Si c'est un outil, il repose sur un détournement, ce qui est d'ailleurs assez perturbant et aussi très intéressant. L'interception logicielle, de manière générale, de manière générique, consiste donc en la génération d'un log, d'un journal, de toutes les commandes qui sont exécutées par un programme pendant une certaine période qui est définie. Pour les applications 3D temps réel, ce qui est donc le cas qui nous intéresse ici, l'ensemble des commandes OpenGL ou DirectX, selon la librairie graphique qui est utilisée, exécutées par la carte graphique, sont enregistrées dans un fichier au moment même où l'image est calculée. Grâce à une extension de ce système de log, une partie logicielle supplémentaire, il est possible donc d'accéder au contenu des blocs mémoire qui contiennent les sources des géométries en cours d'usage. Et c'est bien là que c'est intéressant, c'est que finalement on n'a pas besoin d'avoir les géométries sources sous forme d'un fichier, puisqu'on va les chercher directement dans leur représentation numérique, dans la mémoire, au moment même où elles sont utilisées pour fabriquer les images. Donc une fois qu'on a réussi à isoler ces informations, on peut donc les exporter sous la forme d'un fichier 3D standard, OBJ ou autre, qui permet donc ensuite l'enregistrement et la conservation de parcelles d'un univers 3D dont les sources ne sont pas accessibles autrement. C'est le cas de Second Life. D'ailleurs, c'était censé être illégal, puisque étant donné que l'ensemble des architectures qui sont dans Second Life appartiennent in fine à Linden Lab. Je ne sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, mais à l'époque, en 2009, à l'époque du projet, en fait, on avait une activité totalement illégale, puisqu'on n'avait pas le droit de s'approprier comme ça les géométries. C'est une technique qui est connue de Linden Lab, totalement. Alors, je vous présente rapidement, pour pas trop vous endormir, la chaîne technique qui est derrière tout ça. On l'a gardée secrète pendant pas mal de temps, mais bon, voilà, l'eau a coulé sous les ponts. Maintenant, on peut se permettre d'être un peu plus précis sur toutes ces questions-là. Donc, on a utilisé GL Intercept, qui est un composant logiciel open source qui va permettre finalement l'interception logicielle expliquée tout à l'heure sur les applications OpenGL en temps réel. Et le but premier de GL Intercept, il y a des équivalents sur macOS 10,
aussi, puisque GL Intercept n'est que pour Windows. En fait, ce sont des outils qui sont utilisés par les professionnels de la programmation graphique, essentiellement pour débugger leur programme, pour observer vraiment dans les entrailles du programme qu'ils ont écrit, pourquoi ça ne marche pas sur telle carte graphique. Et donc OGLE, OpenGL Extractor, qui a été fait donc par iBeam, est un plugin pour GL Intercept qui permet donc de transformer le log généré par GL Intercept en fichier obj, qui lui donc n'est disponible malheureusement que pour Windows, mais bon, on fait avec. Alors, pour que vous ayez une idée, c'est ça qu'on récupère en fait, comme type de log. Alors ça vous parle, peut-être à certains ça vous parle beaucoup, à d'autres pas du tout. Donc là simplement les choses qui nous intéressaient nous, étaient là en rouge en fait. Donc là GL Vertex Pointer. Donc là en fait on va chercher un bloc mémoire dans lequel résident en fait les positions des points qui forment les géométries qu'on va dessiner en dessous, GL Draw. Et donc là en fait c'est en allant pêcher, on pourrait dire, ces blocs mémoire, le contenu de ces blocs mémoire pour les décoder et ensuite les récupérer, qu'on arrive à ce genre de description que vous avez déjà vu. Donc là, on reboucle sur ce que j'ai un peu montré tout à l'heure. Et à partir de là, on a donc notre modèle qui est sous une forme habituelle pour un designer d'objets 3D ou d'environnement 3D assez classique. Bon, c'est du bricolage, beaucoup. Puisque bon, il faut quand même bidouiller un peu des parties du système, faire attention, ça marche pas tout de suite. Bon, on y arrive, c'est un peu des bouts de scotch, mais au final, on finit par trouver. Alors, les textures sont en fait toutes récupérées aussi sous cette forme-là. En fait, c'est une grande liste. On récupère tous les fichiers sources. La seule chose qu'il y a, c'est que toutes les géométries ne viennent pas d'office avec leurs textures. Techniquement, on est obligé de plaquer les textures sur les géométries en fonction de certaines informations qui correspondent donc au mappage des textures. Et ces informations-là, on ne les récupère pas systématiquement avec les modèles. Donc, il y a quelque part dans ce processus de capture une perte automatique des textures, donc aussi des couleurs. Donc au final, ce qu'on récupère, c'est ce genre de choses. Bon, c'est pas flagrant ici, mais c'est puisque là le modèle est déjà nettoyé, mais il y a beaucoup de choses inutiles à enlever. Il y a un peu l'envers du décor du moteur 3D qui apparaît, des modèles uniquement techniques qui vont servir à localiser les avatars, par exemple, ou des systèmes de particules figées. Ça fait tout un tas de trucs un peu inutiles comme ça qu'on est obligé donc de vider, d'enlever un petit peu. On paramètre un peu la texture pour arriver donc ensuite à ce genre d'image. Et si on leur rajoute un peu d'ombrage, de lumière, et qu'on choisit un peu un point de vue, ça donne tout de suite des images de cet ordre-là qui nous ont tout de suite fait penser à des projets d'architecture de type maquette blanche, peut-être même plutôt des architectures non réalisées, d'où cette idée de la maquette, ou alors à l'inverse des maquettes d'objets qui ont existé ou qui auraient existé, dont on essaye de restituer une forme. La perte des textures est très importante et donne quand même un potentiel esthétique assez important, assez fort à ces captures-là. Alors assez rapidement, ensuite on arrive à produire des images comme celle-ci, qui donne une vision très différente finalement de ce qu'est Second Life, et pas seulement Second Life. Disons que là qu'on s'est concentré sur Second Life aussi pour ce qu'il était, et parce que on tenait à avoir un discours positionné dans le champ de l'art contemporain sur cet environnement-là. Une des choses qu'on peut remarquer, c'est qu'on est parti d'un environnement virtuel interactif pour aboutir à de la sculpture et à des images de type photographie, images de synthèse de type photographie. Donc il y a un peu comme ça une espèce d'inversion, puisqu'on vient plutôt de l'interactivité, et là on a un peu fait le contraire, un peu comme si on était revenu vers notre propre pratique aussi, pour essayer de mieux la prendre en considération, essayer de mieux peut-être la comprendre. Alors une chose qui était assez intéressante, c'est que finalement dans cette question dans cette pratique de la capture logicielle, on récupère que ce qui est dans la mémoire à un certain moment. C'est-à-dire que l'ensemble de Second Life n'est pas en mémoire, c'est pas possible. Donc c'est pour ça qu'on a donc un phénomène de clipping, un phénomène de chargement et de déchargement des modèles dans la mémoire vive.
Et ce qui est assez intéressant finalement, c'est quand on regarde ce qu'il y a au bout de ce que la capture a réussi à récupérer comme type de modèle. Et là, typiquement sur cette image-là, on a choisi de la mettre dans la série parce que justement, on est vraiment au fin fond de ce que voyait la caméra au moment où la capture a été faite, et on découvre en fait là des architectures pas finies. On a seulement quelques morceaux qui sont pris et on ne sait pas trop pour quelle raison. Puisque si on regarde la profondeur, on comprend pas pourquoi certaines parties du toit apparaissent alors que d'autres n'apparaissent pas. Bref, là il y a des choses qui deviennent intéressantes. On rentre dans des degrés de finesse, des processus logiciels derrière qu'on ne maîtrise pas complètement, mais sur lesquels on peut porter un regard de l'ordre finalement du regard photographique et aussi un peu archéologique, où on va pouvoir aller chercher des choses qui mettent en avant la façon dont ces environnements sont faits, dont ils sont fabriqués, la manière dont ils ont été construits. Et c'est d'ailleurs aussi cette problématique qui a été vraiment très directrice, on pourrait dire, dans le choix des modèles qui ont été fabriqués avec une prototypeuse 3D, puisqu'il se trouve que lorsqu'on est dans un environnement 3D, il en était question ce matin d'ailleurs avec les projets de Tale of Tales, il n'y a pas de gravité, on évite tout type de matérialité, ce n'est pas une fatalité, on n'est pas obligé d'avoir une chose qui tombe par terre et qui se brise. Eh bien, c'était un vrai problème à partir du moment où on a voulu dire qu'un objet virtuel devait passer dans la réalité physique. On s'est retrouvé tout simplement avec des architectures qui n'étaient pas faites pour tenir debout. Donc la moitié tombait. Donc les premiers essais qu'on a fait, on avait effectivement des modèles, mais où tout était délié, puisque rien n'avait été pensé pour être construit en définitive. On n'en avait que des représentations. Donc c'est là aussi on a dû faire un travail plutôt d'archéologie du bâti, qui est un domaine scientifique d'expertise qui existe. Donc l'étude architecturale d'objets qui sont là et de les consolider pour faire en sorte qu'ils aient une instance dans la réalité. Bon, c'est ce genre de machine qu'on a utilisé. Et là, vous avez une vue de ce qui est présenté à Playtime. Alors, l'interception de modèles 3D tend à nous montrer que le potentiel des géométries sources ne relève pas tant de l'image que de l'espace. C'est lorsqu'une représentation visuelle de l'espace va être calculée que les descriptions sources peuvent être capturées. Ces captures permettent la modification des objets et leur réemploi dans le calcul d'images en perspective en temps réel ou en temps différé, et donner lieu à la fabrication automatisée d'objets physiques, des espaces tangibles finalement, à une toute petite échelle peut-être, mais on peut aussi les prendre comme étant des espaces. Donc l'interception donne alors un indice de la malléabilité des espaces 3D dont les sources peuvent produire des images de synthèse comme des environnements en temps réel ou des objets physiques. Donc si on résume par une forme graphique, on a donc les sources binaires qui sont sur le disque dur sous forme de 0 et de 1 ou à un certain niveau ils apparaissent sous forme de 0 et de 1, puis on arrive à définir ça, à décrypter ça comme étant des sources géométriques, et ensuite on va pouvoir générer des images ou des environnements physiques. Donc là, je vais essayer de vous présenter rapidement un autre projet qui provient d'un autre contexte, qui utilise aussi ce même type de chaîne et d'idées. Il s'agit donc de Paris Souvenir, qui a été fait donc avec Mayumi Okura, qui est donc ma partenaire artistique. Donc je vais lancer la vidéo. Voilà. Alors bon, je vous décris un peu le contexte pendant que la vidéo passe, puisque l'heure tourne. Donc là, il s'agissait d'un projet qui s'appelait Terra Numerica, dont l'objectif scientifique était de fabriquer une base de données virtuelle de la ville de Paris, une base de données entière. Donc il s'agissait en gros de scanner tout Paris et de pouvoir offrir un environnement simulé en 3D à différents types de personnes, comme des producteurs de plans interactifs, des artistes, on en a fait partie, et tout un tas d'entreprises qui faisaient des jeux en réalité augmentée ou des choses de cet ordre-là. Donc vous voyez ici donc les objets qui ont été fabriqués, ce sont des boules à neige à l'intérieur desquelles on a en fait mis des parcelles de Paris qui sont légèrement déformées en fonction du temps qu'on a passé dans ces quartiers. Alors pour savoir
combien de temps on a passé à tel endroit. On a utilisé le GPS, hein, c'était assez évident. Donc on a récolté un certain nombre de nos parcours dans la ville. On les a ensuite déposés à l'intérieur du modèle 3D de Paris, ce qui nous a permis donc de cerner le quartier qui nous intéressait. Et ensuite, on a opéré, on va dire de manière manuelle, artisanale, hein, à des déformations donc du lieu en fonction du temps qu'on a passé à tel ou tel endroit. Donc ici, la technique utilisée est en fait sensiblement la même, hein. Ce sont des objets qui ont été imprimés aussi via une imprimante 3D, mais qui n'est pas en poudre, hein. Là, c'est de l'AVC, c'est un type de plastique qui permettait d'avoir des objets immersibles, hein, puisque bon, évidemment, si on mettait nos objets de Second Life dans de l'eau, là, c'est la catastrophe assurée. Ça pourrait être effervescent, peut-être d'ailleurs, je ne sais pas. Donc là, bon, quelques rappels historiques très simples, hein, mais bon, la boule à neige, ce qui nous avait intéressé, c'est c'est un objet qui a été inventé pendant l'exposition universelle de Paris en 1878, et c'est à la suite donc de l'inauguration de la Tour Eiffel en 1889 que des miniatures du monument ont été mises dans des boules à neige. Et donc historiquement, on a un peu comme ça un croisement, une espèce de corrélation entre les premières photographies aériennes et grâce aux montgolfières et la création des boules à neige, hein, puisque l'anecdote veut, alors est-ce que c'est vrai, je ne sais pas, que l'artisan qui a fabriqué donc les premières boules à neige aurait eu l'idée de mettre la Tour Eiffel dans une boule à neige parce qu'il aurait vu la Tour Eiffel depuis une montgolfière. Et il s'est rendu compte qu'elle était toute petite, et il s'est dit, tiens, si on faisait des petites tours Eiffel, tout le monde pourrait partir avec, et ainsi serait née la boule à neige. Donc il nous paraissait assez intéressant de croiser un peu comme ça une espèce de regard très contemporain, très technologique sur la ville de Paris, qui aurait dû être entièrement numérisée, entièrement digitalisée, et donc ces premiers clichés aériens de cette même ville, et les petits souvenirs qui en découlent. Donc on avait déposé les différents objets au-dessus de petits transparents qui résumaient un peu comment dire l'atmosphère qu'on avait retenue de la promenade qu'on avait fait, ce qui donnait un peu aussi un aspect presque narratif finalement à la disposition, à la présentation de ces objets, ce qui aussi les reliait les uns aux autres dans une même présentation. Donc les objets qui ont été imprimés se présentent comme ça, hein, sous la forme d'objets tridimensionnels. Donc ça, je l'ai expliqué, donc je vais pas le redire. Ça, je l'ai passé. Ouais, alors ça, c'est pour que vous ayez une idée un peu de ce qui a été réalisé sur le quartier donc de la rue Soufflot, dans le cadre donc de ce projet donc qui était Terra Numérica, donc par Thales et X partenaires, et chapeauté donc par Cap Digital, et nous étions invités par le CITU, Fédération de Laboratoires, Paris 8 et Paris 1, à faire ces pièces. Alors, ce qui nous a intéressé, si on met en regard finalement Paris Souvenir avec Temps Perdu, on peut voir quelques différences. La première, c'est que dans Paris Souvenir, on a une forme de confusion des niveaux de réalité. Ça fait un peu appel à ce que on a vu précédemment par José Luis avec cette question où on part du réel, ce sont des bâtiments physiques qui sont prétexte à une constitution de modèles 3D qui sont ensuite traités, manipulés, etc. Et on arrive après à refabriquer des espaces de petite dimension, des objets, à partir de ces mêmes descriptions. Donc finalement, il y a un moment où il y a une espèce de nœud d'interprétation, de manipulation de différentes couches du réel qui commence à devenir assez intéressant, puisque là on a bien un espace construit, hein, de l'espace bâti qui est transformé en modèle 3D pour permettre la création de nouvel espace. Donc on a un peu l'hypothèse là finalement d'un système dans lequel des espaces opèrent entre eux à travers la description source des géométries. Ces fichiers sources donc deviendraient une espèce de pont entre plusieurs représentations d'espace. Alors c'est là que une référence un peu historique est remontée. Donc la notion donc d'image à la puissance image qui a été introduite par Edmond Couchot en 84.
dans un texte qui est disponible sur le lien qui suit, où Edmond Couchot essaye donc dans le champ de l'esthétique, de l'étude esthétique, de l'impact des médias numériques sur la création artistique, propose finalement l'idée que on a un code source, fondamentalement représentation binaire des informations, le fichier représentation répondant à un certain protocole, comme j'ai un peu dit tout à l'heure, structure de fichier pour l'enregistrement et le chargement du fichier par un logiciel. Et tout ça nous permet de donner une image, d'aboutir à une image qui est une représentation des données contenues dans le fichier sous la forme d'une grille de pixels colorée. Donc c'est un protocole de représentation finalement, l'image comme on la voit, les données de cette image pourraient très bien être utilisées pour représenter autre chose, pour faire autre chose qu'une image. Les sources d'une image peuvent être détournées et utilisées pour faire du son, par exemple. C'est tout à fait possible et imaginable. Donc finalement, l'hypothèse d'Edmond Couchot est de dire, dans le code source, finalement, il y aurait peut-être déjà une image. Le code source est déjà une image, une forme de représentation, une image de cette image qu'on voit dans notre écran. L'image est potentiellement contenue dans le code source. Le code source est donc déjà une représentation. Donc, si on a des deux côtés une image, on va dire une image qui engendre une image d'elle-même, on peut résumer ça par le fait de dire qu'on a une image qui est à la puissance d'elle-même, une image à la puissance image. Donc ça, c'est l'hypothèse qu'Edmond Couchot a fait donc il y a déjà un certain nombre d'années. Et je me suis demandé dans quelle mesure est-ce qu'il fallait pas éventuellement essayer de réactualiser cette manière de voir les choses, mais en l'ouvrant à l'ensemble des pratiques contemporaines rendues possibles par les technologies actuelles, qui sont liées donc à la 3D, dans tous ces versants, et de proposer peut-être la notion donc d'espace à la puissance espace, où là le schéma serait un peu différent, mais avec quand même évidemment des échos, où on aurait toujours les sources binaires, la description source des géométries, et ensuite une potentielle représentation. Mais cette représentation peut prendre pas mal de formes différentes, formes par exemple de projection stéréoscopique, comme au cinéma, abusivement appelée 3D d'ailleurs, de la réalité augmentée, de l'holographie, de l'image de synthèse, de la réalité virtuelle, et des objets physiques imprimés en 3D. C'est finalement, on part du virtuel qu'on peut interpréter de plusieurs façons pour l'actualiser sous diverses formes. Donc c'est un peu comme un effet d'instanciation d'un même objet avec des caractéristiques esthétiques et physiques différentes. Le même objet étant la source géométrique. Cela donc permet, comme chacun de vous le savent, donc des types de production artistique très très riches. Alors après, si on essaye de regarder cette chaîne à l'envers, on sait aujourd'hui qu'on peut le faire. En l'occurrence là, par exemple, un scan 3D d'un bâtiment du temple Banteckde au Cambodge, où on récupère un nuage de points d'une architecture physique. Là, c'est ce qu'il y a d'assez intéressant, c'est qu'on n'est pas dans Second Life, là évidemment. Là, c'est un bâtiment effectif qui est d'ailleurs étudié dans le cadre d'archéologie, qui n'est pas du virtuel, mais qui est une archéologie du bâti. Donc là, on voit finalement qu'on a des chaînes qui tentent de partir de l'objet physique pour aller vers sa virtualisation. Donc je pense qu'une bonne partie d'entre vous connaissent déjà cette expérience, enfin ce dispositif de Kipan qui date de 2009, qui permet donc de reconstruire un objet 3D par simple manipulation de l'objet physique devant la caméra, en respectant un certain ordre tout de même. Donc là, on voit quand même un mouvement assez intéressant où on a un peu une espèce d'aller-retour qui peut se faire entre l'image d'un espace qui est représenté sous une forme de description géométrique, qui est donc vraiment totalement potentielle, qui n'est pas encore actée, qui n'est pas encore actualisée. Et là, on voit qu'on essaye aussi d'aller dans l'autre sens. Une fois qu'on a donné une forme à cette image, à cet espace éventuel et qu'on l'a imprimé en 3D, on pourrait le rescanner en 3D pour en récupérer encore une représentation. Il y aurait de la perte,
Ça serait d'ailleurs certainement assez intéressant de voir dans quelle mesure on finit par arriver à un bloc informe à force de faire ce genre d'aller-retour. Mais on a quand même, on est forcé de constater qu'aujourd'hui, on arrive à aller non pas de la description à la représentation, mais bien de la représentation à la description, via différentes techniques. Donc au final, on pourrait imaginer les choses non pas en termes d'aller-retour, mais plutôt en termes de constellation, autour de laquelle, au centre de laquelle, pardon, on aurait donc ces fichiers sources, et c'est en ça qu'il me semble qu'on peut parler finalement d'espace à la puissance espace, puisque finalement l'ensemble de ces espaces-là sont tous contenus potentiellement dans la représentation source logicielle, et on voit on peut toujours comme switcher de l'une à l'autre, comme si finalement il y avait déjà espace à l'intérieur des sources géométriques et numériques, à l'instar des images comme Edmond Couchot le disait. Donc voilà, sur cette notion d'espace à la puissance espace, on pourrait parler aussi d'espace comme description, comme espace, un peu en référence donc à l'idée de Art as ID de Kossuth, qui lui-même faisait une référence à Ad Reinhardt. D'ailleurs, donc un peu une filiation comme ça pourrait peut-être exister. Alors pour conclure, je voulais vous montrer ce projet qui est en cours. Donc en fait, il s'agissait là, c'était une idée qui me trottait dans la tête depuis pas mal de temps, et d'ailleurs Temps perdu n'y est pas pour rien. C'était d'essayer d'offrir à l'utilisateur la possibilité d'observer plusieurs couches de temps d'un même bâtiment à travers un dispositif de navigation dans un espace simulé. Je m'explique. Ici, ce qu'on voit en fait, c'est donc la représentation d'une maison effective, elle existe, dont j'ai utilisé donc les plans que je possède également, ce n'est pas ma maison, et dont j'avais donc les trois étapes de construction. Première fabrication, où on a un seul bâtiment, une extension, la famille s'agrandit, on agrandit, puis la famille vieillit, le bâtiment avec, on reconstruit une partie à l'intérieur de l'architecture. Donc on a 3 temps. Donc là l'idée était d'offrir un peu comme des espèces de fenêtres à l'intérieur de l'écran, ou alors des écrans dans l'écran, que l'utilisateur va pouvoir librement en fait redimensionner pour pouvoir observer plus ou moins telle ou telle période de l'architecture en question, et où on va avoir aussi donc la possibilité de naviguer dans cet espace à l'aide des capteurs intégrés donc dans les écrans mobiles. Ici il s'agit d'un iPad, où on va pouvoir finalement tourner l'écran un peu comme si on était dans une situation de réalité augmentée, sauf que là on n'augmente aucune réalité puisqu'on est simplement en train d'essayer d'observer une représentation simulée d'une maison qui n'est pas à côté de nous en l'occurrence. Simplement le geste est un peu comme celui d'une photographie par exemple, où on arrive toujours à revoir le même endroit en positionnant l'écran au même endroit. Alors l'idée ici est de pouvoir associer, en fait c'est déjà le cas, mais comme j'ai parlé par-dessus, je vous ai empêché d'entendre, il y a un son différent associé à chaque période de temps. Ce qui fait qu'on a une ambiance qui n'est pas la même pour chaque couche. Et donc le projet est encore en train d'être construit. L'idée est de positionner donc dans l'espace un certain nombre de sons que vous pouvez rencontrer, enfin que l'utilisateur peut rencontrer en se déplaçant dans l'espace. Et ce seraient donc des sons qui seraient attachés à l'époque concernée, donc par exemple pour la première période du bâtiment, les années 60, ensuite les années 90, puis les années 2010, qui correspondent donc aux périodes de construction du bâtiment. Donc en gros on essaye de restituer une forme d'ambiance à travers le son de chaque bâtiment, puisque justement chaque bâtiment, un peu comme dans Temps perdu, est un peu déshumanisé, sans couleur, sans chaleur a priori, et du coup voilà, on essaye de trouver un peu une espèce de contrepartie et de réfléchir un peu à ça. Alors je vais conclure sur ce slide ici, où là on voit donc un espace simulé devient navigable
grâce au mouvement physique de l'écran. Je tourne l'iPad, je tourne dans l'espace simulé. C'est une preuve supplémentaire de la malléabilité des modèles 3D qui finalement ne sont que des données numériques parmi tant d'autres. Donc ici, j'essaye donc de mettre en place un dispositif qui tire avantage du caractère uchronique, voire achronique, de la génération d'images par calcul. C'est-à-dire que là, on est dans un temps, l'image est calculée dans un temps qui n'est pas directement lié au temps que nous vivons, mais plutôt au temps de notre expérience face à l'image. Donc là, on est sur plutôt des problématiques de définition de qu'est-ce que l'interactivité, plutôt dans des sphères esthétiques. Donc plusieurs couches temporelles de l'existence d'un même bâtiment sont observables simultanément grâce à la modélisation de chaque phase. Une piste théorique qui m'intéresse dans tout ça, c'est la liaison entre la notion d'espace à la puissance espace que je vous ai présentée aujourd'hui et une autre notion que j'ai un peu explorée, qui est celle d'image-objet appliquée aux écrans mobiles. Puisque j'ai pas mal travaillé sur l'iPhone et l'iPad, entre autres, en tout cas aux pratiques liées aux écrans mobiles. Et pour les personnes intéressées, il y a donc une publication en ligne qui a été faite pour ISEA 2011 au sujet de cette question d'image-objet sur les écrans mobiles. Voilà, donc cette présentation a été plus ou moins inspirée d'une publication qui est en cours, qui s'appelle « Libérer les machines, l'imaginaire technologique à l'épreuve de l'art », qui devrait sortir peut-être aux Presses d'Urel en octobre prochain, sous la direction de Pierre Brown à l'Université de Rennes 2. Merci pour votre attention.